Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être là. Premièrement, je ne vais pas m'étendre maintenant parce que mon temps de parole d'introduction sera un petit peu plus tard. Mais je vais immédiatement céder la parole au professeur Philippe Billet, qui est directeur de l'Institut droit de l'environnement ici à Lyon 3, pour ouvrir un peu solennellement ces journées d'études. Merveilleux. Bien, merci Tom. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus sur ce colloque un peu improbable finalement de la jeune recherche qui s'intéresse, quand on regarde un peu, à un très vieux sujet. Parce que les fermes publiques ne sont pas un objet du jour. Je vais chercher un peu du côté de Rome, du côté de l'Égypte ancienne, et on avait déjà les fermes publiques, alors sous une autre forme, et qui avait quand même une finalité qui n'était pas simplement l'autonomie alimentaire. On ne parlait pas de souveraineté à l'époque. L'autonomie alimentaire, mais qui était d'abord le rapport fiscal qu'on pouvait en avoir. Je vous rappellerai quand même qu'on a parlé aussi de fermiers généraux à une époque. Donc la ferme avait quand même une connotation un peu particulière. Et finalement, on s'étonne de voir ce sujet enfin traité, puisqu'il a que très peu été. J'ai trouvé quelques mémoires de master, quelques-uns notamment sur l'implantation d'une ferme urbaine à Grenoble, au fond divers éléments. Et on se demandait qu'est-ce qui faisait qu'il n'y avait pas d'intérêt pour la question. Et on pourrait se la poser autrement, qu'est-ce qui fait que maintenant il y a un intérêt pour la question. Donc je vous laisse réfléchir à ce choix qu'on peut en avoir, si ce n'est que comme il y a désormais le réseau national des fermes publiques, je crois qu'il s'appelle comme ça, ce réseau national des fermes publiques, qui sont plus d'une centaine, ça montre quand même l'intérêt pour les collectivités de la chose et l'intérêt pour les juristes de la chose, puisque si on demande qu'est-ce que c'est qu'une ferme publique, une fois qu'on a réglé la question de on voit en quoi c'est peut-être public, l'adjonction des deux termes ferme publique est quand même ça crée ce qu'on appelle chez nous un OJNI, un objet juridique non identifié. Et donc, ça va être l'objet. Ça va être l'objet de nos réflexions pendant cette journée et demie. Parce que finalement, au-delà de la question de c'est quoi une ferme urbaine, pardon, sujet de Claudia Corradiani, brillamment soutenu il y a quelque temps. C'était la publicité subliminale. Qu'est-ce que c'est qu'une ferme publique ? Est-ce qu'il faut vraiment se poser la question ? En fait, elles existent. Donc, il faut prendre acte, me semble-t-il, de leur existence. Parce que se dire c'est quoi une ferme publique ? Si elle est publique, c'est qu'on a mis l'adjonction publique pour la distinguer d'autre chose qui, de mon sens, ne peut être que le privé. Mais est-ce qu'une ferme publique est entièrement publique ? Est-ce qu'une ferme privée est totalement privée ? C'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident que cela. Et puis, est-ce que c'est la propriété qui fait la seule différence ? Puis, quelle modalité d'organisation ? Est-ce qu'on n'a pas des modalités qui sont un peu similaires, voire identiques, au-delà du fait que on aurait la personne publique qui se profile derrière ? Quelle domanialité ? Alors, on verra qu'il peut y avoir la domanialité publique, mais si on est en domanialité privée, la différence avec la propriété privée, elle est quand même relativement mineure, notamment au regard des baux, éventuellement, qu'on peut passer sur ce point. Donc voilà, ça va être un sujet assez intense finalement, au-delà de la curiosité de celui-ci. Et je ne peux que me réjouir finalement qu'on traite ce sujet ici à Lyon 3 et surtout à l'Institut du droit de l'environnement, parce que vous vous souvenez sans doute qu'il y a une trentaine d'années, il y avait une thèse qui est restée dans les annales et qui s'interrogeait sur les liens entre agriculture et environnement, l'impossible conciliation. Et on se rend compte, Isabelle Doucet, et on se rend compte finalement que est-ce que c'est aussi inconciliable que ça ? Non, finalement, au moins d'un point de vue institutionnel, puisque l'Institut droit de l'environnement a cofondé, s'est engagé dans le RMT, Réseau Mixte Technologique Agriculture Urbaine, pour lequel on a beaucoup travaillé. Merci encore, Claudia. De ce point de vue-là, où on s'interrogeait quand même déjà sur le statut, alors non pas des fermes urbaines, mais des agriculteurs urbains,
qui n'avait pas de statut en tant que tel. Et on verra que ça pose la même question, notamment dans certaines fermes publiques qui n'ont pas la surface agricole nécessaire pour pouvoir émarger à la MSA, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc on se dit, est-ce que c'est vraiment une activité agricole au sens du code rural, ou est-ce qu'il ne faut pas lui trouver une autre dénomination, en tout cas une autre qualification? Et puis l'Institut s'est également engagé dans un superbe projet depuis 2019 qui s'appelle maintenant Prodige. Alors Prodige, c'est avec Prodige, vous avez ici, c'est pas le Prodige. Donc c'est Dijon Alimentation Durable 2030, où on travaille avec le Grand Dijon sur toute la question de la protection des sols dans le cadre de l'autonomie alimentaire des collectivités locales, ce qui permet aux juristes de s'interroger sur quels sont les outils à disposition des collectivités avant que certaines aient l'idée saugrenue de se poser la question, est-ce que les collectivités ont bien la compétence pour faire ce qu'elles sont en train de faire? Mais nous aurons la réponse au mois de décembre avec la soutenance de thèse de Constance de Batz. Et donc, vous voyez, on est quand même dans un mouvement d'interrogation autour de cet objet un peu curieux dans ce cadre-là. Et surtout, quels outils sont à la disposition? Parce qu'on a la ferme publique, mais derrière la ferme publique, qu'est-ce qu'on mobilise? Déjà, pour obtenir les terres, pour avoir la surface nécessaire pour la concevoir. Je crois d'ailleurs qu'il y aura Bastien Join, le maire de Caluire, et qui était du temps où il était entre guillemets seulement adjoint à Caluire, il l'était, c'est lui qui a promu la ferme urbaine de Caluire. Ça s'appelle ferme urbaine, pas ferme publique, la ferme urbaine de Caluire, et donc il viendra en dire quelques mots. Mais il y a d'autres techniques qu'on peut développer, on verra, en tout cas dans ce que je vous expliquerai tout à l'heure, que les fermes ont d'abord surtout beaucoup été conçues comme des éléments d'expérimentation agricole, et ça a permis de servir de modèle, notamment pour l'agriculture, on va dire, non publique dans ce cadre-là. Et donc, on va voir finalement que ces fermes publiques sont des objets assez étranges, finalement, mais qu'on va poser des questions. C'est pas garanti, d'ailleurs, qu'on ait toutes les réponses à la fin de la journée, peut-être un peu plus dans l'atelier demain, on verra. Voilà. Mais en tout cas, je nous souhaite d'excellents débats, et merci aux organisateurs et organisatrices d'avoir eu cette superbe idée et de le faire surtout ici. Merci beaucoup. Non. Ok. Bon, c'est fait. Très bien. Je pensais faire venir tout le monde, tout de même. Je me sens moins à l'aise. Seul sur cette tribune. Est-ce que le micro porte assez loin? Je ne sais pas si vous m'entendez. Super. Bon, alors je garde la tribune seule pour l'instant, mais c'est momentané. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers collègues, chers participants et participantes, je tiens d'abord à vous remercier d'être là pour ces journées d'études. Je vous remercie très chaleureusement pour votre présence et votre participation sur ces 2 jours. Pour ces journées d'études que j'ai le plaisir d'ouvrir par ces propos. J'en profite pour remercier bien évidemment l'Université Lyon 3 qui nous accueille, l'Institut de droit de l'environnement et le laboratoire EVS Environnement, Ville, Société, ainsi que la direction de la recherche qui nous soutiennent tous et toutes pour cet événement. Un grand merci aussi à Anne Honegger et Virginie Schall, qui sont les directrices du laboratoire EVS, qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, parce que c'est le grand anniversaire des 100 ans de la revue de géographie Géocarrefour du laboratoire, qui prédate donc le laboratoire. C'est un événement particulièrement important. Au professeur Philippe Billet, qui est directeur de l'Institut de droit de l'environnement et qui vient de prendre la parole, et à Rémi Dufal, le directeur adjoint. Et ainsi qu'aux gestionnaires Alexandra Gasmi et Carla Verbet, qui ont permis vraiment l'organisation de cet événement. Je remercie aussi le projet de recherche Prodige
dans le cadre duquel ces échanges s'inscrivent. Et évidemment, un merci tout à fait particulier pour Claudia Corazzani et Constance Debatz pour avoir co-organisé avec moi ces journées d'études dans un calendrier déjà très contraint par leur propre fin de thèse respective. Donc, je pense que il faut souligner leur implication dans ce projet-là. Ça a demandé beaucoup de courage de leur part et je les remercie vraiment du fond du cœur. À titre préliminaire, je voudrais revenir sur les raisons qui nous ont un peu poussés à organiser ces journées d'études pour traiter d'un sujet qui, effectivement, n'est pas tout à fait nouveau et donc qui nous a amenés à organiser ce temps d'échange. J'ai été personnellement amené à travailler au sein du projet Prodige porté par la métropole de Dijon, dont le professeur Philippe Billet a déjà parlé, et qui était consacré à la prospection de solutions pour la conservation des sols agricoles et la souveraineté alimentaire sur le territoire de la métropole. Et j'ai travaillé dans le cadre de ce projet dans un post-doctorat sur la maîtrise foncière publique pour la conservation des sols agricoles et j'y ai vu la pertinence de l'hypothèse de la ferme publique, on va dire, et de l'hypothèse de l'exploitation agricole en direct par les personnes publiques qui deviendraient propriétaires de terrains agricoles. Nous avons par ailleurs eu le plaisir avec Constance Debatz au printemps dernier de participer aux rencontres nationales de ce qui ne s'appelait pas encore le Réseau national des fermes publiques et nous avons rencontré beaucoup d'élus, d'agents de collectivités qui portaient des projets de fermes publiques ou qui en avaient porté et qui tous et toutes se posaient des questions juridiques très diverses, qui portaient à la fois sur le mode de gestion du service public, sur le statut des exploitants, etc. Souvent des questions qui se répondaient et auxquelles ils n'apportaient pas toujours la même réponse juridique. Ce qui nous a interrogés, et c'est de ce constat qu'est émergée la volonté de confronter cette réalité empirique, cette réalité du terrain, aux recherches en cours sur l'action publique en faveur de l'agriculture. Donc l'objet qui nous intéresse ici est avant tout un objet expérimental avant d'être un objet théorique, un objet certes non nouveau, mais qui mérite d'être étudié. Et il en ressort une diversité potentielle des modèles et des approches de ce que peut être une ferme publique locale. Comme l'illustre particulièrement d'ailleurs le répertoire national des fermes maraîchères municipales, intercommunales et départementales qui est produit par le Réseau national des fermes publiques, que je vous invite à aller voir, où on voit un peu la diversité des différentes fermes publiques qui comptent près d'une centaine de projets et qui, je pense, est mise à jour où c'est un travail en cours, et qui montre qu'effectivement, il y a une certaine diversité derrière une même étiquette. Et donc, sans anticiper les prochaines interventions, et sans non plus essayer de trop répéter ce qui vient d'être dit, je voudrais poser quelques éléments de définition pour poser un cadre à nos travaux pour les prochaines, pour aujourd'hui et demain, mais aussi d'interroger les contours de ce cadre. Chacun comprendra aisément que derrière le qualificatif terme, nous entendons ici l'ato sensu, les terrains, les bâtiments, potentiellement les équipements nécessaires à une activité agricole telle que définie par l'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ce qui m'amène à faire la transition avec la deuxième délimitation de notre sujet, que l'on désigne de ferme publique. Une ferme sera dite ici publique en tant qu'elle est exploitée directement par une ou principalement au profit d'une personne publique pour satisfaire un ou plusieurs besoins d'intérêt général, comme l'approvisionnement des cantines scolaires et la restauration collective plus largement. Ce critère à lui seul peut ouvrir largement la focale. Par exemple, il peut être pertinent de se questionner sur la pertinence des fermes de lycées agricoles dans le cadre de ces journées d'études. Il nous a semblé cependant que ces établissements sont déjà saisis par le droit, en des dispositions spécifiques du livre 8 du Code rural et de la pêche maritime, qui sont consacrées à l'enseignement, la formation professionnelle et la recherche agricole. Or, ces dispositions ne sont pas polarisées sur la dimension agricole de ces fermes de lycée, et la production agricole y est appréhendée comme une composante accessoire, bien que nécessaire, de la formation, et non comme une finalité. Par ailleurs, aussi une ressource budgétaire. Cette approche dénote
avec les projets présentés dans le répertoire national des fermes municipales qui, à l'inverse, montrent que ces derniers types de projets sont motivés par une vocation principale, qui est une vocation de production agricole. Il reste cependant que certaines de ces fermes ont des vocations secondaires, comme je pense notamment aux jardins pédagogiques ou aux fermes pédagogiques. Donc ce seul critère ne peut pas se satisfaire en lui-même. Ce qui semble faire leur particularité, leur dernière particularité, reposerait alors dans leur caractère local. Et j'en viens donc au dernier qualificatif, ferme publique locale. Nous avons choisi ce terme pour circonscrire le cadre de nos journées, et en réalité, ce choix n'a pas été aisé. Nous avons longtemps hésité avec le terme de territorial, qui renvoyait qui avait pour lui l'avantage de faire le parallèle avec la terminologie de collectivité territoriale. Le cadre aurait été facile alors à justifier. Les fermes publiques territoriales sont celles qui sont portées par des collectivités territoriales et leurs groupements. Nous n'avons finalement pas choisi de nous tourner vers cette solution, car il me semblait en premier lieu qu'elle s'éloignait d'une terminologie qui était retenue par la pratique, et en second lieu, qu'elle pouvait entretenir un flou sur le lien entre l'exploitation agricole et son attache au territoire. En effet, il semblerait que la plupart des projets sont motivés par la volonté de créer et de pérenniser une agriculture en circuit court. Donc la ferme publique n'est pas seulement territoriale, mais elle est aussi locale. Ce critère crée cependant encore des interrogations quant aux limites du cadre, et j'en relèverai deux. La première sur la distinction entre l'agriculture telle qu'elle est exercée au sein de ces fermes publiques locales et l'agriculture urbaine. Cette question a déjà été soulevée. En milieu urbain ou en périphérie des villes, la distinction semble difficile à justifier, d'autant plus que l'agriculture urbaine est elle-même un concept qui est en recherche de définition, à tout le moins de définition juridique. Et j'en renvoie ici encore une fois à la thèse de Claudia Corazzani qui a été soutenue en mars dans cette université. Il est possible de dire en revanche qu'il ne semble pas que le caractère urbain soit le critère qui lie les différents projets si on lit le répertoire national des fermes publiques. Ce qui m'amène à penser que certains projets de fermes publiques locales relèvent de l'agriculture urbaine et d'autres non. La deuxième interrogation, elle porte sur l'opérationnalité du critère local et convoque alors la question d'une condition de spatialité. Je pense notamment au projet de ferme publique qui est porté par la commune de Gennevilliers, qui, faute de terrain agricole sur le territoire de la commune, s'est dirigé vers l'acquisition d'une exploitation à Argentières, en Seine-et-Marne, soit à près de 80 km. Je pense que cependant, à l'égard des réflexions qui vont nous animer pendant ces 2 jours, ce projet-là ne s'éloigne pas réellement des questions juridiques qui se posent autour des fermes publiques locales. Vous l'avez compris, je ne me rendrai pas ici responsable de tracer des frontières très tranchées et j'en laisserai lâchement le soin aux prochains intervenants. Je me permets simplement de vous proposer ces premiers éléments de cadrage pour que nous puissions interroger collectivement les limites qui en découlent. J'espère qu'au terme de ces journées, nous aurons des éléments de réponse supplémentaires et que nous serons en mesure de circonscrire plus finement la nature et le régime juridique des fermes publiques locales. Nous aurons donc le plaisir cet après-midi d'entendre plusieurs intervenants sur la diversité des modèles de fermes publiques locales et les objectifs qu'elles visent à remplir. Et demain, la journée sera consacrée aux questions juridiques qui sont soulevées par ces exploitations agricoles par des personnes publiques. Et nous aurons l'occasion, en session d'atelier, d'échanger autour des questions qui sont générées par la pratique et par les expérimentations dites de terrain. Je vous remercie à nouveau, tous et toutes, pour votre attention et nous souhaite de fructueux échanges.